Partie 4. Les deux polices. Chapitre 1. Vers la lumière. Vers 9 heures du matin, le baron Papillon, vêtu d'un luxueux pyjama de soie, pénétrait d'un air solennel dans son cabinet de travail où, d'ailleurs, il ne faisait jamais rien. Tout de suite, il appuya l'index sur le bouton d'une sonnerie électrique. Un valet de pied, déjà en grande livrée, apparut. D'un ton hautain, le nouveau noble articula. « Dites à mon secrétaire que je l'attends. » Le domestique répliquait. « Monsieur Lochner n'est pas là. » Le valet de chambre ajoutait en présentant une lettre sur son plateau. « On vient d'apporter cela pour monsieur le baron. » Celui-ci fit, tout en s'en emparant. « Est-ce qu'on attend la réponse ?»« Oui, monsieur le baron. »« C'est bon, je vais voir. » Et monsieur Papillon prit connaissance du message. Il était ainsi conçu. « Monsieur le baron, je sais que vous recherchez pour votre admirable collection la plus belle de toute l'Europe, une miniature du peintre Dumont qui représente la reine Marie-Antoinette. »« Ah, tiens, c'est intéressant, » ponctua le lecteur, flatté à la fois dans son orgueil et dans sa manie. Et il reprit la lecture du billet qui se terminait ainsi. « J'ai fait tout exprès le voyage de Hollande en France pour vous la présenter. C'est une pièce unique, et j'ai voulu vous la montrer avant tout autre. Veuillez agréer, monsieur le baron, mes respectueuses salutations. Jacob Lévy Nathan, antiquaire à Amsterdam. » Le regard brillant de convoitise, monsieur Papillon déclarait. « Un portrait de Marie-Antoinette par Dumont! C'est une aubaine inespérée! Ils n'en ont pas au Louvre. » Et il ordonna au valet de pied. « Faites entrer ce monsieur. » Quelques instants après, le domestique introduisait l'antiquaire dans le cabinet de travail du collectionneur. C'était un vieux bonhomme au type sémite très accusé. Une barbe broussailleuse dissimulait le bas de sa figure, dont le front était couronné d'une épaisse tignasse grise. Son costume noir, étriqué, et ses yeux, qui luisaient derrière les larges verres d'une paire de lunettes à monture en écaille, achevaient d'en faire une sorte de Shylock moderne, plutôt fait pour inspirer la crainte que l'intérêt. Mais M. Papillon, au cours de ses nombreuses chasses au bibelot, en avait vu bien d'autres. Et l'aspect de ce curieux visiteur n'était nullement fait pour l'intimider. Assis devant sa table, en une attitude avantageuse, d'un geste distant, il lui indiqua un siège en face de lui, et tandis que, relevant les basques de son vêtement, Jacob Lévy Nathan s'y installait d'un air plein de modestie et de timidité, le baron s'emparait d'une grosse loupe tout en disant « Voyons cette miniature. » L'antiquaire d'Amsterdam prit un air contrit. Puis il déclara « Monsieur le baron, excusez-moi, je ne l'ai pas en ma possession. »« Et que me dites-vous là ?» s'exclama le mari de Doxy. « Ah, ça! Est-ce que vous auriez l'intention de vous moquer de moi ?» Le vieux juif, sous les traits duquel nos lecteurs auront certainement déjà reconnu Shandcock, reprenait avec humilité. « C'est un subterfuge que j'ai employé afin d'être reçu par vous. » Furieux, Papillon se leva, et tout en lui indiquant la porte d'un geste tragique qui n'eussent point désavoué nos plus importants sociétaires de la comédie française, il lança. « Sortez, monsieur, ou je vous fais chasser par mes laquais !» Debout, les mains jointes, Shandcock, qui, comme toujours, représentait à merveille le personnage qu'il avait décidé d'incarner, implorait d'un ton larmoyant. « Ne vous fâchez pas, monsieur le baron, je viens vous proposer une affaire superbe. Et je vous jure, sur le Dieu d'Abraham, mon ancêtre, et de Jacob, mon patron, que vous regretterez de m'avoir congédié sans m'entendre. » Le faux antiquaire s'exprimait avec tant de conviction que le baron, complètement dupe de la manœuvre du détective, fit, après un peu d'hésitation, « En ce cas, je vous écoute. » « Oui, merci, monsieur le baron, » reprenait le grand limier en se répandant en salutations. « Je suis sûr que vous allez être ravi, enchanté. Parlez, car mes moments sont précieux, voyez-vous. »« Je le sais, monsieur le baron, et je vais être bref, très bref.
En 2 mots, voici l'affaire. » Et Shandcock, l'échine toujours courbée, articula. « J'ai appris que vous déteniez un manuscrit du XVIe siècle qui porte pour titre « Mémoire secret de Côme Ruggieri ». Monsieur Papillon, surpris, répondait. « En effet, j'ai bien eu ce grimoire entre les mains. » Jacob Léviathan, la bouche entr'ouverte, les yeux écarquillés, écoutait son interlocuteur qui poursuivait sur un ton d'importante fatuité. « Un de mes amis, membre de l'Académie des Belles-Lettres, monsieur Carpenas, vous connaissez ?»« Qui ne connaît pas cet illustre maître ? » ?»« Eh bien, monsieur Carpenas, auquel je l'avais communiqué, m'a déclaré qu'il était apocryphe et sans valeur. » L'antiquaire d'Amsterdam hocha la tête d'un air dubitatif. Le collectionneur continuait. « Alors, j'ai refermé ce grimoire et je l'ai enfermé dans le bahut Renaissance où je l'avais trouvé. Ne pourriez-vous pas, mon cher maître, me le communiquer ?» Au mot de « mon cher maître », le visage du baron Papillon s'empourpra de fierté. C'était la première fois qu'on l'appelait ainsi. Enveloppant son flatteur d'un regard de soudaine bienveillance, il fit « Je suis au regret, mais il n'est plus en ma possession. » « Quel dommage ! Et ayant des doutes sur l'authenticité du bahut, j'ai envoyé ce meuble à la salle des ventes où il a fait, d'ailleurs, un très bon prix. » Sapristi ! Et le manuscrit que j'avais laissé dans un des tiroirs a dû passer entre les mains de l'acheteur. Serait-ce un effet de votre bonté, mon cher maître, de me dire le nom de cette personne ? Oh, rien de plus facile, concédait monsieur Papillon. C'est mademoiselle Simone Desroches. Shandcock eut un léger sursaut, qui échappa à son interlocuteur, puis il reprit. Mademoiselle Simone Desroches, n'est-ce pas cette jeune personne qui vient de mourir d'une façon si mystérieuse ? Parfaitement. Prenant un air de componction, le faux Hollandais se leva en disant « Excusez-moi, monsieur le baron, de vous avoir dérangé. » Mais repris par sa manie, monsieur Papillon le retenait. « Selon vous, ce manuscrit aurait de la valeur ?» « Certes, » affirmait le détective avec un aplomb imperturbable. « Allons donc. Voilà plusieurs années que je suis à sa recherche. Il est, en effet, des plus authentiques. » Alors Carpenas serait un sot ? Il arrive au plus malin de se tromper. « Oh, c'est trop fort !» s'irritait le collectionneur. « C'est bien la peine d'être membre de l'Institut pour commettre de pareilles bévues. Ah, monsieur Jacob Léviathan, si vous pouvez remettre la main dessus, je suis acheteur, et je vous demande de m'accorder la priorité. » « C'est entendu, mon cher maître. »« Mais, observa le baron, je crois qu'il vous sera bien difficile, quant à présent, du moins de récupérer ce précieux manuscrit. » « Pourquoi ? » ?»« Parce qu'il vient de se passer, la nuit dernière, chez mademoiselle Desroches, un événement qui va encore compliquer singulièrement les choses. » À ces mots, Shandcock dressa l'oreille. À 100 000 lieues de soupçonner la véritable identité de son interlocuteur, monsieur Papillon révélait. « Je viens d'apprendre par un coup de téléphone de mademoiselle Bergen qu'au cours de la nuit dernière, le fantôme du Louvre... » « Le fantôme du Louvre ? Comment ? Vous n'avez pas entendu parler de ce mystérieux bandit qui, déguisé en revenant, a déjà commis un certain nombre de méfaits ? Tous les journaux sont remplis du récit de ses exploits. » « Ah, si, très bien, j'y suis. Eh bien, le fantôme aurait enlevé le corps de mademoiselle Desroches. »« Pas possible !» feignait de s'étonner le fin limier. « Vous comprenez que ce n'est guère le moment d'aller trouver ses héritiers. »« Je comprends, mon cher maître, » approuvait Shandcock. « Mais soyez tranquille, dès que je pourrai les approcher, je ferai le nécessaire. »« Je vous remercie d'avance. Vous pouvez entièrement compter sur moi. » « Alors, au revoir, monsieur Jacob Léviathan. »« Au revoir, mon cher maître. » Monsieur Papillon reconduisit le visiteur jusqu'au seuil de son bureau, et lorsque la porte se fut refermée, il s'écria
Oh, ce Carpénas! Quel âne! Ça, je ne lui pardonnerai jamais. Seul dans la chambre qu'il occupait chez Shancock, Jacques Bellegarde, sous ses traits ordinaires, était assis dans son fauteuil. Il résumait par la pensée tous les événements qu'il venait de vivre lorsque, brusquement, il se leva et se mit à arpenter la pièce à grands pas. Certes, il avait une confiance absolue dans le génie du grand détective, et il était certain que celui-ci ne tarderait pas à remporter sur Belphégor une éclatante victoire. Cependant, à son allure nerveuse, impatiente, on devinait que son inactivité présente lui pesait lourdement, et il désirait vivement, ardemment, rentrer en pleine action lorsqu'on frappa doucement à sa porte. « Entrez » fit-il en s'arrêtant. La porte s'ouvrit et Colette lui apparut dans tout l'éclat de son charme. À sa vue, il lui sembla que c'était comme une lumière divine qui pénétrait en lui et dissipait ses angoisses. La jeune fille s'avança vers lui. « Monsieur Jacques, fit-elle sur un ton d'affectueux reproche, il faut que je vous gronde. »« Vraiment, mademoiselle ? Pourquoi ? » ?»« Parce que vous avez désobéi. »« Moi ? » ?»« Mais oui, mon père vous avait instamment recommandé de ne pas vous montrer sous votre vrai visage. »« C'est vrai. »« Alors pourquoi commettez-vous une telle imprudence ? » ?»« Parce que cela m'ennuie beaucoup de me remettre en Cantarelli. Je me sens tellement ridicule sous les traits du personnage. »« Mais pas du tout. Vous êtes beaucoup trop indulgente. »« Je vous assure que c'est toujours vous, tel que vous êtes, que j'aperçois à travers cette défroque, sous cette perruque, cette moustache et cette barbiche, que je vous demande de reprendre plus tôt. Songez, après ce qui s'est passé hier soir, chez que Ménardier ne peut manquer d'avoir des soupçons. Et qui vous dit que le petit fouinard, ainsi que l'appelle notre brave Marie-Jeanne, n'est pas convaincu que c'est mon père qui vous a fait partir à temps et qu'il ne soupçonne pas que vous vous cachez ici. Voilà pourquoi je n'hésite pas à vous déclarer que vous me feriez beaucoup de peine en continuant à désobéir à papa. » Des aboiements retentissaient dans le jardin. Colette s'approcha de la fenêtre et en souleva légèrement le rideau. « Voici justement mon père. » Et en effet, Shancock, toujours camouflé en antiquaire d'Amsterdam, se dirigeait vers la maison. « À son allure, déclarait la jeune fille, je suis certaine qu'il nous apporte de bonnes nouvelles. »« Allons vite le rejoindre, » s'écria Bellegarde. « Pas avant que vous ne soyez redevenu Cantarelli, » reprenait Colette. « Vous y tenez absolument ? » ?»« Je l'exige. » Les deux amoureux échangèrent un de ces regards qui reflétaient tout leur amour, puis Jacques se dirigea vers une table sur laquelle ses postiches étaient déposés. Colette s'en fut aussitôt retrouver son père qui, dans son laboratoire, assis devant une table, commençait à enlever sa fausse barbe. « Alors, père, tu es content ?» lui demanda-t-elle. « Très. Monsieur Papillon t'a dit tout ce que je désirais apprendre, et même davantage. Puis-je savoir ? Pas encore. J'ai besoin de parler d'abord à notre ami. Il va descendre. Parfait. Alors, père, tu ne veux rien me raconter de plus ? Tout à l'heure, ma chérie, tout à l'heure. Pourquoi ne veux-tu pas parler à monsieur Jacques devant moi ? Parce que j'ai à lui dire certaines choses qu'il lui serait peut-être pénible d'entendre en ta présence. Le visage de la jeune fille s'assombrit. « Ne t'inquiète pas, » recommanda Shancock. « Je te répète que tout va très bien. Les événements vont certainement se précipiter, il ne s'agit plus que d'avoir un peu de patience. Et de nous tenir plus que jamais sur nos gardes. »« Je te laisse, » fit Colette rassérénée. « C'est cela, va, ma belle. Je te rappellerai tout à l'heure. » La fiancée de Jacques quitta la pièce. Shancock, après avoir achevé de se démaquiller et s'être débarrassé de sa défroque, revêtit un complet veston et, entièrement redevenu lui-même, passa dans son studio. Quelques instants après, Jacques, déguisé en Cantarelli, le rejoignit. Tout de suite, il attaqua. « Vous avez vu le baron Papillon ?» Le grand détective, qui semblait d'excellente humeur, répliquait.
Je sors justement de chez lui et je rapporte 2 nouvelles vraiment sensationnelles. » Très intrigué, le journaliste écoutait le limier qui continuait. « Premièrement, le manuscrit des mémoires de Ruggieri a bien appartenu au baron, mais il a passé de ses mains entre celles de mademoiselle Desroches. »« De Simone ?» s'exclamait le reporter au comble de la stupéfaction. Shandcock reprenait. « J'en conclus qu'il aura été dérobé à cette malheureuse par quelqu'un de son entourage. Le fait est, affirmait Bellegarde, qu'elle recevait chez elle des individus assez interlopes. » « Parmi eux, questionnait le détective, n'en est-il pas un que vous soupçonnez d'être Belphégor ?» Le jeune homme s'absorba un instant dans ses pensées, puis il reprit. « Je suis incapable de préciser. » Shandcock interrogeait de nouveau. « Que pensez-vous de la demoiselle de compagnie ?»« Mademoiselle Bergen, je sais qu'elle est depuis très longtemps au service de mademoiselle Desroches, et dois dire bien qu'elle m'ait toujours témoigné une antipathie marquée, qu'elle a toujours eu pour Simone une grande affection et un dévouement réel. »« Et ce monsieur de Thouars ?» ?»« Fort épris de mademoiselle Desroches, il me détestait. »« Est-ce vraiment un fils de famille ?» ?»« Tout ce qu'il y a de plus authentique. »« Alors, un déclassé ?»« Absolu. »« Et sans beaucoup de scrupules ?»« Je le crois. Selon vous, ce serait lui ?»« Non, » répliqua nettement Shandcock. « Car autant que j'ai pu en juger, il ne m'a semblé ni assez intelligent ni assez audacieux pour jouer un pareil rôle. Mais laissons-le tranquille pour l'instant. Je vous disais tout à l'heure que je vous apportais 2 nouvelles sensationnelles. »« Je connais la première qui me semble aussi bonne qu'inattendue, » déclarait le journaliste, « et maintenant j'ai hâte d'apprendre la seconde. »« Attendez-vous à quelque chose d'inouï ?»« Vraiment ? » Belphégor a encore fait des siennes. Ça ne m'étonne pas. Mais ce qui vous surprendra bien davantage, c'est lorsque je vous aurai dit que la nuit dernière, il a enlevé le corps de mademoiselle Desroches. Le corps de... murmura Bellegarde en pâlissant. Et il ajouta. Et dans quel dessein cet odieux bandit aurait-il accompli ce monstrueux attentat ? Je vais vous le dire. Ménardier est persuadé que Simone a été empoisonnée. Et il a réussi à faire partager sa conviction au juge chargé de l'instruction. J'ai su par ailleurs que le parquet avait ordonné l'autopsie qui devait avoir lieu ce matin. Alors, pour éviter un examen médical qui eût conclu à un crime, son auteur, c'est-à-dire Belphégor, a fait disparaître le cadavre. Mais dans quelle intention ? Comment ? Vous n'avez pas deviné ? Je suis terriblement troublée par ce que vous me racontez. Réfléchissez un instant. Pour augmenter encore les charges qui pèsent sur moi ? Martelait Jacques. Parbleu. Mais c'est effrayant. C'est excellent, au contraire. Et Shandcock développa. Notre Belphégor est en train de s'enterrer. Rappelez-vous ce que je vous ai déjà prédit. C'est par ses complices que nous l'atteindrons. Et ces complices, vous les connaissez ? Shandcock eut un mystérieux sourire, puis, tout en évitant de répondre à la question que lui posait le reporter, il fit « Je crois que c'est le moment d'aller faire un petit tour du côté de la maison d'Auteuil. »« Je vous accompagne ?» interrogeait le journaliste. « J'allais justement vous le demander. » Et saisissant le bras du faux Cantarelli, le détective s'écria. « Quel beau livre vécu que vous allez bientôt pouvoir écrire !»